Bonjour à toutes et à tous, la salle continue à se remplir, je vois, c'est super. Moi je suis Carole Calogéropoulos, je suis diététicienne nutritionniste à l'Institut Curie, je m'occupe d'une partie clinique et d'une partie aussi de la promotion de la nutrition via des réunions d'information, de sensibilisation au niveau de la nutrition et de l'éducation thérapeutique. Donc on va parler traitement anti-hormonal et nutrition. Alors, ce qu'il faut savoir vraiment, c'est que il existe beaucoup de recommandations de plus en plus claires au niveau de la nutrition, la prévention primaire des cancers. Mais il y a encore très peu d'études au niveau de la nutrition secondaire et tertiaire, c'est-à-dire après les traitements, qu'est-ce qu'il est recommandé de faire au niveau de la nutrition. Mais c'est un domaine qui commence au fait à évoluer. On sait qu'en fait, ça continue à jouer un rôle très important, la nutrition après les traitements, et qu'il est important et que ça permet aussi de limiter le risque de second cancer. Donc il y a deux choses qui ressortent un petit peu des peu d'études qu'il y a au niveau de la prévention tertiaire, c'est-à-dire prévention tertiaire, c'est une fois que il y a le diagnostic, c'est après qu'est-ce qu'on fait pour limiter le risque au niveau de la nutrition. Donc il y a deux choses. La surcharge pondérale a été observée comme un risque au niveau quand elle est présente au diagnostic. D'accord. Là, ça va mieux? D'accord. Alors, la surcharge pondérale qui est définie par un IMC supérieur à 25. L'IMC étant l'indice de masse corporelle, c'est le poids sur la taille au carré. Vous trouvez plein de liens sur Internet pour voir ça. La surcharge pondérale au diagnostic d'un cancer et la prise de poids au cours d'un traitement augmente le risque de récidive et de second cancer. Alors c'est ce qui est observé au niveau de la population générale et pas à risque individuel. C'est tout le problème des statistiques. Et le point positif, c'est que la pratique d'une activité adaptée régulière après le diagnostic d'un cancer du sein améliore du coup la survie et la qualité de vie sur le long terme. Il y a une autre conférence sur l'activité physique qui sera prochainement, je crois, le mois prochain. Alors, donc, ce qui est recommandé de faire, vu qu'il y a peu d'études encore sur la prévention nutritionnelle tertiaire, donc qu'est-ce qu'il faut faire au niveau de l'alimentation après les traitements, il est recommandé de suivre les recommandations de prévention primaire. D'accord ? Il y a deux petites... donc là, je vais vous dire 10 recommandations. D'accord ? Il y en a deux qui sont un peu plus spécifiques au niveau du cancer hormonal en fonction des risques par rapport au traitement anti-hormonal sur l'hypercholestérolémie et l'ostéoporose. Alors, donc, maintenir ou tendre vers un poids santé. On observe, alors c'est une observation, ce n'est pas une fatalité, on observe au fait qu'il y a une femme sur deux prend du poids pendant les traitements du cancer du sein. C'est en moyenne entre 3 et 5 kilos. D'accord ? Il n'a pas été identifié quelle est la cause, le pourquoi en fait cette prise de poids. Les hypothèses qui ont été émises, c'est par rapport à la chimiothérapie principalement. On observe plus ça chez les femmes qui ont eu de la chimiothérapie. Après, c'est probablement lié à la ménopause induite et aussi à la modification du mode de vie, l'arrêt de l'activité physique peut-être, la fatigue, l'arrêt du travail. Du coup, vous avez un déséquilibre entre les dépenses en calories et il n'y a pas une modification au niveau des apports en calories. Du coup, il y a un déséquilibre qui se crée et il y a peut-être cette prise de poids. Elle est observée au cours de la première année. Plus spécifiquement, donc, comme je vous disais tout à l'heure, ça pourrait être un risque. En fait, c'est plus spécifiquement l'excès de masse grasse corporelle dans le corps qui pourrait permettre aux cellules cancéreuses de proliférer. Alors, pour les personnes qui sont déjà en surcharge pondérale ou qui ont pris du poids pendant un traitement, l'objectif primaire, ce n'est pas forcément de perdre du poids, parce qu'on n'a pas observé non plus qu'il y a un bénéfice ou quoi que ce soit. C'est vraiment on a observé par contre un bénéfice sur la mise en place d'une hygiène de vie un peu plus saine, c'est-à-dire améliorer un petit peu son hygiène de vie, que ce soit au niveau de l'alimentation et de l'activité physique. Donc au-delà de l'objectif vraiment, de se dire je vais perdre du poids, c'est plus de mettre des priorités au niveau de l'amélioration de l'alimentation et de l'activité physique. C'est ce qui est plus protecteur. Alors, 2.
Deuxième recommandation, avoir une alimentation riche en céréales complètes, légumes secs, fruits et légumes. Et ceci parce que ces aliments-là apportent des fibres alimentaires. Il est recommandé donc de consommer au moins 5 portions de fruits et légumes, ça vous le savez, hein, les slogans. Donc au moins 5 fruits et légumes par jour, une portion, donc 5 portions. Donc une portion c'est entre 80 et 100 grammes, c'est ce qui peut tenir dans votre main. Donc maximum quand même 2 à 3 portions de fruits. D'accord, privilégier plus les légumes par rapport aux fruits. Et privilégier les aliments riches en fibres alimentaires, qui sont également les légumineuses, très riches en fibres alimentaires, et les céréales complètes. C'est un avantage également par rapport au risque de surcharge pondérale, parce que ça régule l'appétit, et ça permet d'atteindre une satiété plus précoce, d'avoir en fait moins faim. D'accord ? Et les fruits et légumes sont également des aliments à faible densité calorique, c'est-à-dire que par rapport au volume qu'ils apportent, ils n'apportent pas beaucoup de calories. D'accord ? Donc on sait que ça a un avantage par rapport aussi au risque de surcharge pondérale. Troisième recommandation, limiter la consommation de fast-food et autres aliments transformés riches en matières grasses, amidon et sucre ajouté. Donc ça, j'imagine, vous avez déjà aussi entendu via les médias. Donc bien évidemment, ceci, c'est pour la raison pour laquelle on vous recommande ça, c'est que c'est aussi des aliments à forte densité calorique. C'est-à-dire inversement, à l'inverse des fruits et légumes qui sont à faible densité calorique, eux, pour le même volume, ils apportent beaucoup de calories. Du coup, on est moins rassasié, mais on a plus de calories. Du coup, par rapport aux dépenses, ça peut être à risque de prise de poids si c'est fait régulièrement. Il vaut mieux du coup privilégier les aliments non transformés, qu'on fait soi-même, le fait maison en fait, et en limiter l'ajout de sel également. Donc, et puis limiter le grignotage qui lui aussi favorise la prise de poids. Et en général, c'est quand on grignote, c'est pas des carottes, non, ni des petits pois. Ok. Donc, bien évidemment, c'est plutôt des aliments à forte densité calorique qu'on grignote. Quatrième recommandation, limiter la consommation de boissons sucrées. D'accord ? Pareil, pour la même raison, ça n'apporte du point de vue nutritionnel, ça n'apporte pas grand-chose. C'est une hydratation avec du sucre dedans. D'accord ? Donc plutôt avoir comme objectif de tendre vers... on peut en boire de temps en temps, mais de temps en temps étant, je ne sais pas, 1-2 fois par semaine, un verre, mais plutôt privilégier l'eau, les tisanes, les cafés, les thés, tout ça comme hydratation principale, en évitant bien sûr d'ajouter du sucre. Ou tout autre sucre ajouté. Le miel étant aussi un produit sucré, même si naturel, les sirops d'agave également, les sucres roux, blancs, bio, tout ça, c'est quand même des sucres ajoutés. D'accord ? Sucre de coco également. C'est un sucre ajouté. Alors, limiter la consommation de viande rouge et charcuterie. Alors là, je vais faire un point pour définir ce qu'est la viande rouge, parce que c'est quelque chose qui n'est pas très clair. Une viande rouge, c'est très simple, c'est tout sauf la volaille. D'accord ? Y compris le porc, le veau, tout sauf la volaille. D'accord ? Le cheval, le bœuf, tout ça. Ok ? Donc, limiter la consommation de viande rouge, il n'est pas question de supprimer. C'est-à-dire que ce n'est pas le fait de consommer une viande rouge une fois que c'est à risque. C'est le fait de consommer de la viande rouge plus de 500 grammes par semaine. Ça a été vraiment défini comme ça au niveau des recommandations. Plus de 500 grammes par semaine de viande rouge par semaine augmente le risque de cancer, surtout cancer du côlon et du rectum. Donc privilégier, manger un peu de viande rouge 1-2 fois par semaine et puis varier avec les viandes, volailles, poissons, œufs. Cette catégorie, c'est le groupe qu'on appelle VPO, viande, poisson, œufs, et il est recommandé d'en consommer par jour 100 à 200 grammes. Donc dans votre semaine, variez au fait les sources, les différents aliments dans cette catégorie-là. Pareil, limiter la consommation de charcuterie ou ne pas en consommer. Parce que la charcuterie, au fait, c'est un aliment transformé. Vous vous souvenez, tout à l'heure, on a dit limiter les aliments transformés. La charcuterie, c'est quelque chose où on a rajouté du sel et il y a eu un process, au fait, de transformation. C'est de la viande à la base, c'est de la volaille ou des poissons. C'est valable pour la tranche de jambon, la tranche de blanc de dinde, le saumon fumé, tout ça.
D'accord, le saucisson, les rillettes et tout. Donc après, pour le plaisir, bien sûr, parce que l'alimentation, c'est le plaisir d'abord. Okay, pour le plaisir, on peut en consommer et la recommandation que donne Santé publique, c'est 150 grammes par semaine, soit 25 grammes par jour pour ceux qui en veulent un petit peu tous les jours. Okay, une tranche de jambon, c'est 50 grammes. Pour celles qui aiment le jambon ou ceux qui aiment le jambon. Alors, privilégier, donc ça c'est plus par rapport au risque d'hypercholestérolémie qu'on a dit tout à l'heure par rapport aux traitements anti-hormonaux. Donc, comme vous a dit Dr Frank, les traitements anti-hormonaux augmentent aussi le risque d'hypercholestérolémie. Là-dessus, pareil, il est recommandé au niveau de l'alimentation, c'est les mêmes recommandations qui reviennent au final tout le temps pour limiter le risque de maladies cardiovasculaires. Vous avez limité la consommation d'aliments riches en acides gras saturés, donc c'est la viande rouge et les charcuteries, comme on a dit tout à l'heure. Limiter l'alcool, on va en parler tout à l'heure. Et du coup, privilégier les aliments riches en oméga 3. C'est des acides gras, donc des lipides, les oméga 3. C'est une certaine forme de lipides. Donc on trouve dans le poisson gras, on trouve dans l'huile de colza, de noix. On trouve dans les petites graines oléagineuses et tout. Donc on peut en consommer. On peut consommer un poisson gras par semaine. Une à 2 cuillères à soupe d'huile par repas. Et puis une petite poignée fermée d'amandes, de noix, noisettes, voilà, même quotidiennement. D'accord ? Et les fibres alimentaires également permettent de éventuellement réduire un petit peu le risque. Donc ce qui est bien, ça tombe dans les recommandations qu'on a dit tout à l'heure également. Limiter la surcharge pondérale et corriger la sédentarité également permet de réduire le risque de maladies cardiovasculaires. Alors, les boissons alcoolisées, justement. Puis-je consommer des boissons alcoolisées? Alors, bien évidemment, pour prévenir le risque de cancer, il est préférable de ne pas en consommer régulièrement. D'accord? Donc, il y a encore une recommandation là-dessus qui est aussi bien pour les hommes que pour les femmes, de limiter la consommation d'alcool à 10 verres par semaine et pas plus de 2 verres par jour. Et du coup, avoir des jours sans consommation. C'est-à-dire que les 10 verres, c'est pas 5 et 5 le week-end. Ou 10 d'un coup. Ok? Donc, aussi, on va définir ce que c'est un verre, parce que très souvent, on peut confondre que, je bois du vin rouge, mais je ne bois pas d'alcool fort. Alors, il faut savoir que les verres standards, ils ont tous la même quantité d'alcool. C'est-à-dire 100 ml de vin rouge a la même quantité d'alcool que 30 ml de whisky ou d'alcool fort. D'accord? Ils ont tous 10 grammes d'alcool. Donc des fois, quand on se sert chez soi, on peut servir aussi double dose. D'accord? Donc bien avoir ça en tête. Alors, puis-je consommer du soja pendant les traitements pendant un traitement anti-hormonal? D'accord? Donc le soja, c'est un aliment qui est riche en phytoestrogènes. Qui dit phytoestrogène dit oestrogène et pourrait éventuellement venir se fixer sur justement les récepteurs dont parlait Dr Frank tout à l'heure. Alors, voici les recommandations. Déjà, il faut bien définir que... Ah, ça ne marche pas. Mais le soja, c'est les petites graines là-bas. Les petites graines là. Ce n'est pas les pousses haricots mango. D'accord? Donc, ça peut être consommé. Il n'y a pas de risque à consommer du soja sous sa forme comme des graines là-bas, où les fèves en edamame aussi contiennent des phytoestrogènes, du tofu, des boissons de soja ou des yaourts soja. On peut en consommer même quand on a un traitement anti-hormonal, si ça fait partie d'une alimentation diversifiée et équilibrée. D'accord? On peut avoir même 1 à 2 portions par jour. Okay? Donc une portion, c'est 100 g de tofu, comme vous voyez, c'est un verre de boisson de soja. Alors, ce qui n'est pas recommandé, c'est d'en avoir une grande quantité, c'est-à-dire avoir par jour, tous les jours, midi et soir, du tofu à midi, des fèves edamame le soir, 3 yaourts de soja, plus un verre de boisson de soja. Là, ça fait trop, d'accord? C'est pas diversifié en même temps, d'accord? Et du coup, bien évidemment, les compléments alimentaires qui sont à base de soja ne sont pas recommandés parce que là, la dose est très très forte. Okay?
Donc, à savoir que les phytoestrogènes sont contenus dans la partie des protéines de l'aliment. Donc, quand vous avez lécithine de soja dans votre tablette de chocolat préférée, n'ayez crainte. Okay, il n'y a pas de phytoestrogènes dedans. C'est un émulsifiant. L'huile de soja n'en contient pas non plus. La sauce de soja non plus. D'accord? Puis les pousses de soja, vraiment des traces. Okay? Pour la prévention de l'ostéoporose. Donc, comme on vous l'a dit tout à l'heure, la ménopause induite par les traitements et les traitements anti-hormonaux peuvent augmenter le risque d'ostéoporose. Bien sûr, chacun a un risque individuel et ça sera vu avec une ostéodensitométrie, le dosage du calcium, de la vitamine D et tout ça. Donc, pour constituer au fait, le capital osseux et le maintenir tout au long de la vie, il y a 3 facteurs, je dirais, qui sont importants d'avoir ensemble tout au long de la vie. C'est une alimentation qui est équilibrée et a un apport suffisant en calcium et vitamine D et l'activité physique. D'accord? C'est vraiment le trio gagnant, si vous voulez. Donc après, plus ou moins, une supplémentation en vitamine D, en calcium, si c'est nécessaire et si le médecin voit qu'il y a une carence au final. Okay? Où est-ce qu'on trouve une bonne partie au fait du calcium? Dans les produits laitiers. Donc il est recommandé de consommer 2-3 produits laitiers par jour, de chèvre, vache, d'un animal au final, d'accord? Ça couvre, les 2-3 produits laitiers couvrent la moitié de vos besoins en calcium. Ça ne couvre pas la totalité, il n'est pas question de couvrir la totalité des besoins en calcium par les produits laitiers, ça serait déséquilibrer l'alimentation également, d'accord? Donc 2-3 produits laitiers, vous ne le voyez pas, couvrent la moitié de vos besoins, donc après que ça soit de la vache, de la chèvre, de la brebis, hein, selon vos goûts, peu importe. Une portion de produits laitiers, c'est par exemple 30 g de fromage ou un pot de yaourt ou 2-3 cuillères à soupe de fromage blanc, de petits suisses, d'accord, un verre de lait. Voilà. Ce qui n'est pas un produit laitier, c'est les glaces, la crème fraîche, le beurre. Oui, non, c'est un corps gras. Le beurre, les crèmes dessert, les desserts lactés. Quand il y a écrit dessert lacté, non, ce n'est pas. Okay, les yaourts aux fruits, oui, encore, les yaourts aromatisés, ça va encore. C'est intéressant au niveau du calcium. Voilà. Oui, mais bon, par rapport au calcium, c'est intéressant aussi. Après, à voir. Alors, et puis veillez à un apport suffisant en vitamine D. Vous trouverez de la vitamine D également dans le poisson gras, comme je vous disais, un poisson gras par semaine, il y a de la vitamine D. Dans les œufs, il y a de la vitamine D. Et dans les produits laitiers, il y a de la vitamine D, à condition qu'il ne soit pas 0%. D'accord? Ça ne sert à rien, le 0%. Donc, au vu des données scientifiques disponibles ce jour, la consommation de produits laitiers n'augmente pas le risque de cancer. Et la 10e recommandation, c'est est-ce qu'on peut consommer des compléments alimentaires? Il n'est pas recommandé de consommer des compléments alimentaires, sauf s'il y a une déficience avérée par le médecin. Voilà, il n'est pas recommandé. On peut satisfaire nos besoins en vitamines et minéraux via l'alimentation équilibrée. Voici le résumé des recommandations. Ça, c'est par rapport à la recommandation des préventions primaires. Vous verrez à la fin que c'est écrit qu'après un diagnostic de cancer, si possible, suivre ces recommandations-là. Ces recommandations sont aussi bénéfiques pour prévenir aussi d'autres maladies chroniques, telles que l'obésité, maladies cardiovasculaires, hypertension, hypercholestérolémie, diabète. D'accord ? Vous voyez qu'il y a tout, j'en ai rajouté certaines par rapport au traitement anti-hormonal, mais vous avez un peu tout ici. À l'Institut Curie, nous avons tous les mois des réunions d'information nutritionnelle, donc sur différents sujets, comment surveiller son alimentation pendant, après les traitements, les effets secondaires, tous les petits sujets jeûne, régime restrictif, et voilà. Et puis l'activité physique. Vous pouvez vous inscrire info.nut@curie.fr pour tout ça. Et voici les sources et les liens pour aller plus loin au niveau de vos recherches. Voilà.